et bienvenue dans ce 25e Quantum. La semaine dernière, on en parlait, parce que ça ne fait qu'une semaine finalement. On parlait de l'importance des chiffres. Eh bien, c'est un quart de 100. Ça ne fait pas marrer Olivier, mais en tout cas, voilà. 25 émissions déjà en un petit peu plus d'un an et une émission un peu spéciale puisque celle-ci, nous allons décoder l'annonce du plan quantique français, un truc tout simple qu'on attendait quand même depuis qu'on a commencé à faire cette émission et même un an avant, puisque, voilà, toutes ces rencontres avec ces scientifiques, qu'on a fait, cette conférence, c'était en espérant un jour qu'un plan quantique arriverait. Ça y est, il a été donné. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny, enfin le grand jour est arrivé, oui. Il est passé, bon, alors toi, tu as eu la chance d'être invité sur place. Moi, j'ai pu aller qu'au ministère, des Finances l'après-midi pour interviewer Cédric O mais j'ai eu le droit à ton résumé. On va raconter un petit peu tout ça, comment ça s'est passé, comment on en est arrivé jusque-là et puis, comme aussi on a eu la chance et toi surtout d'être dans les coulisses du montage de ce plan, on va essayer de raconter quelques anecdotes de ce qui s'est passé, ce qu'on pourrait attendre, ce qui n'est pas encore fait, voilà, si 1,8 milliard c'est top ou pas. Voilà, j'ai essayé de te poser des questions et tu vas nous raconter tout ça. Il y a des Alors, la cas où première question. il faudra me couper en deux pour que je réponde, mais bon, on va essayer quand même d'y arriver. Bon, écoute, tu nous diras ce que tu peux bien nous dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu la chance d'être quand même dans les coulisses de cet événement depuis 2 ans et d'en voir plein de petits détails très, très, très intéressants. Ça ne se fait pas comme ça, hein, et comme on a pu le poster sur LinkedIn à un moment, une réponse, ce n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Il a fallu plein de gens, plein de réunions pour arriver à ce plan et c'est impressionnant quand même ce qu'il faut mettre en marche. Alors, la date, c'était quand, Olivier, ce fameux plan quantique? C'était, 21 janvier, bon, ça correspond pas à une saison, voilà. mais c'est le 21, voilà. Mais ça aurait pu être plus tard, ça aurait pu être plus tôt, mais à l'origine, c'était prévu pour le 4 novembre. Même, il y avait eu un plan pour le faire en avril aussi, en 2020. Alors, le Covid est passé par là et a ralenti tout. Voilà. Et finalement, on a réussi enfin, l'Élysée notamment, a réussi à monter une annonce le 21 janvier, qui était en gros le moins pire du plus grave, quoi. C'est-à-dire que ça aurait pu être décalé encore plus loin et on était content que ça sorte finalement en janvier, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on avait l'impression que ça traînait un petit peu, qu'on était en retard par rapport à d'autres pays, mais c'est vrai qu'en fait, ça fait un moment que ce plan aurait dû être sorti et que le Covid a énormément reporté parce qu'à chaque fois qu'une date était fixée, on l'a vu, à chaque fois, il y a eu des annonces, des confinements, des choses qui sont tombées et ça nous repoussait. Donc, on a vécu des montagnes russes, hein, quand même, avant d'y arriver. Bah, l'impression que j'ai eue, c'était le plan un peu chat noir de Schrödinger, là, parce qu'il y a des moments où on se demandait si on n'accumulait pas les emmerdes à la queue leu. Et certaines personnes impliquées dans le plan avaient cette impression aussi. Bon, maintenant c'est fait, il est annoncé et on peut avancer, quoi. Voilà. Alors, maintenant qu'il est annoncé, c'est le lieu de l'annonce. Ça aussi, c'est pas rien, c'est un choix, c'est important. Est-ce que tu peux nous raconter, pourquoi finalement ce lieu a sa clé et qu'est-ce que ça a apporté du coup à l'annonce du plan? En fait, je peux définir les critères, hein, qui sont utilisés par l'exécutif pour choisir un lieu pour une annonce comme ça. Il faut que ce soit un lieu symbolique, un lieu où il y a des choses à visiter et des gens à rencontrer, donc en l'occurrence ici plutôt des chercheurs et ou des entrepreneurs, et que la logistique permette d'y faire un événement, quoi, en gros, quoi. Alors il y avait plusieurs lieux qui avaient été envisagés, certains en région parisienne, notamment sur le plateau de Saclay. Grenoble était aussi en lice, hein. Pour le problème de Grenoble, c'est qu'il y a ici passe plein de choses, mais je dis pas que c'est loin, mais c'est 3 heures de TGV pour l'écosystème. Déplacer le président là-bas, c'est plus compliqué que le déplacer à Palaiseau. Donc en Voilà, gros, puis c'est surtout qu'en période Covid, une fois de plus, se voilà, déplacer, un peu plus loin, ça devient exactement. encore Donc plus compliqué. voilà, la période Covid a fait que pour Grenoble, c'était moins évident. Et donc, le plateau de Saclay, c'était un lieu à peu près évident parce que c'est un peu le lieu historique du début de la seconde révolution quantique, hein. C'est quand même dans cette zone-là qu'Alain Aspect a fait ses premiers travaux en 82 avec Philippe Grangier et Jean Dalibard. Alors, c'était un institut d'optique qui, à l'époque, était situé de l'autre côté de la 118 par rapport à là où a eu lieu l'annonce. Mais maintenant, l'Institut d'optique est à Palaiseau et il est situé à peu près à 500 mètres de là où a lieu l'annonce, là où a eu lieu l'annonce le 21 janvier, qui était le C2N.
qui est un centre de recherche du CNRS et qui est très intéressant, on va en parler. C'est le centre de nanosciences et de nanotechnologie du CNRS qui contient la plus grande salle blanche de fabrication de semi-conducteurs du CNRS. Il faut rappeler que le plateau de Saclay, c'est quand même devenu l'endroit, la plaque tectonique de là où on forme des ingénieurs, hein, puisque maintenant, que ce soit Télécom Paris, Polytechnique, toutes les grandes écoles sont là-bas, plus des grands industriels et des grands groupes. Et entre autres, bah, il y en L'université avait là qui étaient Paris-Saclay, qu'il ne faut pas présents. oublier aussi. Voilà, Ouais, voilà. exactement. Donc ça, L'université, c'est les laboratoires privés aussi, tu as Total, tu as EDF, tu as l'Institut d'optique, quand même, qui est un lieu important, d'où sont sortis plein d'ingénieurs et d'entrepreneurs d'ailleurs. voilà. Tu as Thales aussi. Et on Donc ça fait retrouve beaucoup de maintenant des monde. formations, on commence à voir d'ailleurs des formations quantiques poindre dans chaque école, ou en tout cas elles sont déjà bien installées, et c'est ça qui avait d'intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous raconter du coup qui était présent de ce lieu, et justement toutes les personnes, c'était Pascal Sonnellard qui accueillait, je crois, le président, et il faisait le tour. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Pascal et pourquoi elle a été choisie, entre autres, Alors, avant de parler de après avec Pascal, toutes les autres effectivement, personnes qui avaient de réunion? ouais. Avant de parler de Pascal, qui était là, il y avait une centaine de personnes, je dirais en gros entre 50 et 60 qui représentaient l'écosystème du quantique, hein, des entrepreneurs, des chercheurs, beaucoup de classiques, on dirait, hein, beaucoup de dirigeants de labos. Il y avait les patrons évidemment du CNRS, du CEA et d'INRIA. Il y avait beaucoup de représentants du plateau de Saclay, et pour cause, on était sur place. Il y avait notamment Sylvie Retailleau, qui est la présidente de l'Université Paris-Saclay. Il y avait le directeur du C2N. Et effectivement, et c'était un grand plaisir pour toi et pour moi de voir Pascal Sonnelard, qu'on connaît très bien et qui a été la première d'ailleurs de nous inviter sur les entretiens des Codes Quantum qu'on enregistre avec Richard Méneux. Eh bien, c'était elle qui accueillait le président pour une bonne partie de la visite de ce centre de recherche. Il faut savoir que c'est un centre où il y a 400 chercheurs, il y a une salle blanche de 2900 mètres carrés. C'est là que Pascal et son équipe ont créé les fameux quantum dots qui servent à créer des sources de lumière, on va dire parfaites, permettant de créer des qubits pour faire du calcul Les quantique sources ou de des photons. télécommunications quantiques. Voilà, des sources de photons indistinguables. Et donc, il y a et Pascal, pour moi, elle est emblématique de ce dont on a besoin en France, c'est-à-dire des chercheurs brillants. En plus, c'est une femme, ça aide, mais on peut être chercheur brillant en étant homme ou femme. Deuxièmement, d'être capable d'inventer des technologies qui vont avoir des usages industriels. Et troisièmement, en plus que ça aboutisse à la création d'une start-up qui vend dans le monde entier, qui est le cas de Candela aujourd'hui, qui est la startup qu'elle a confondée avec Valérie Anguez et Nicolo Somachi, qui étaient présents aussi. Donc, et d'ailleurs, pendant le discours du président, en image de fond, enfin disons en arrière-plan, on voyait un appareil qui sort tout droit de 2000 ans d'essai d'espace, qui s'appelle Prometheus, qui est la dernière génération de générateurs de photons de Candela. Donc, c'était sympa. Et Bon. donc, Pascal a fait, je crois, une bonne demi-heure la visite du président, des labos, de la salle blanche et de son propre laboratoire. Ils ont même réussi à faire signer une dédicace par le président pendant cette visite. Donc, c'était sympa. Bon. Mais il n'a pas visité que C'était, ouais, ça. Il n'a pas visité que ça, le président, hein. Il a fait un parcours dans le couloir qu'on voit derrière moi, qui est un grand couloir dans le centre de recherche donc, du C2N. Et il y avait 3 stands qui avaient été organisés. L'un qui présentait des capteurs quantiques de Thales. Le deuxième qu'on voit là, je vous dirai qui c'est, avec Atos, qui présentait sa QLM. C'est une sorte de gros serveur utilisant des processeurs Intel et ou NVIDIA selon les configurations, qui permet de faire de l'émulation de calcul quantique pour mettre au point des logiciels avant que les calculateurs quantiques, je dirais, corrects fonctionnent. Et donc là, on voit au fond plusieurs personnes, et dont Élie Gérard, qui est le CEO d'Atos, et Philippe Duluc, qui est le responsable en gros, de l'activité quantique dans l'entité qui est un peu l'ancien bulle chez Atos, quoi. Et puis il y avait est-ce qu'il y avait derrière Cyril Alouche? aussi, je vais le montrer parce que j'ai une petite photo qui permet de le voir. Alors, j'ai pas vu Cyril, non, il y avait Philippe, mais il n'y avait pas Cyril. Ils étaient limités en nombre de places, donc ils n'ont pas pu mettre tout le monde. Et donc, le troisième stand, on le voit ici, enfin, on voit les individus concernés, et moi j'étais au milieu, voilà. On voit le président avec Christophe Jurzac à gauche, qui a une double casquette, hein. Il est à la fois le managing director du fonds d'investissement en cantonation, mais il est aussi chairman de la startup Pascal, qui crée un ordinateur quantique à base d'atomes froids, et dont le CEO est Georges-Olivier Raymond, qui est à ma droite sur l'image, quoi. Donc,
Et puis, on a un aéropage de gens derrière. Des fois, on ne sait pas qui c'est. Si on voit Cédric O, là, entre Christophe et le président, qui Ouais, était dans ouais. la délégation, on ne voit pas très bien. Je ne sais pas, elle est cachée derrière. Il devait y avoir Frédéric Vidal, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui d'ailleurs était assez absente, je trouve, pendant sa visite. Si elle pouvait nous écouter, il faudrait qu'elle parle plus aux gens là, quand ils se baladent, parce qu'elle ne parlait pas aux gens, elle ne parlait pas aux chercheurs. Alors que le président, alors lui, il a une. C'est l'observation, parce que j'ai écouté les discussions. Alors, le président, il a une tactique qui devrait être applicable par n'importe quel manager ou n'importe quel dirigeant de son entreprise quand tu rencontres des gens sur un sujet que tu ne connais pas. Parce que Macron, c'est quand même pas un Alors, spécialiste du comment quantique. fait-il? Voilà. Alors, en fait, il faut savoir que la veille, d'abord, il avait passé 2 heures en visio avec une brochette d'une demi-douzaine de personnes, dont Alain Aspect. Et donc, Alain Aspect, son rôle, ça a été d'expliquer le quantique, première et seconde révolution quantique au président, suivi d'interventions des 3 grands patrons des organismes de recherche, donc Bruno Sportis pour INRIA, Antoine Petit pour le CNRS et François Jacques pour le CEA. Et il y avait Sylvie Retailleau et aussi le dirigeant de l'IPP, enfin, en gros, de l'Institut Polytechnique de Paris. Et donc, Macron, quand il rencontre les gens, il leur demande qui vous êtes, d'où vous venez, quelle formation vous avez. Donc, en fait, il s'intéresse par empathie aux gens et il leur demande leur parcours. Et comme ça permet de ne pas parler du sujet. En fait, j'exagère un peu, mais c'est une méthode comme une autre. Hein. S'intéresser aux gens, tout simplement. Après, ils ont quand même parlé de ce qu'ils faisaient, de leur ordinateur et des enjeux qui étaient derrière. Mais en gros, l'empathie est un moyen de contourner une lacune de compréhension d'un sujet. Tout à fait, hein. C'est toujours Il ne faut mieux pas que attendre souris, d'une t'auras l'air moins personnalité politique conne, de qu'on dit connaître aux le détail. filles. Voilà. Alors, par contre, Je j'ai quand même rigole. vu Bruno Le Maire. Attends, j'ai vu Bruno Le Maire t'avais Bruno Le Maire qui était présent, qui lui est allé voir les stands avant que le président arrive. Et j'ai vu Bruno Le Maire donc poser des questions. Il faut savoir que c'est un énarque, hein, Le Maire, hein, c'est pas un scientifique. Hein. Donc Bruno Le Maire posant des questions à 2 chercheurs de Thales, puis après aux gens d'Atos, et surtout avec Thales, les gars, ils commencent à expliquer la dualité en particules. C'est assez folklorique, quoi. Le choc des cultures, Bon, quoi, de voir des chercheurs parler bah, à un ministre des Finances, quoi. oh, on ne sait jamais, hein. Des fois que ça rapporte de l'argent, ça peut être intéressant. Je pense que Jurzac est Ouais, capable ouais, ouais, ouais. de rallier les deux, par Ah, mais exemple. Jurzac, il a passé tous les messages comme il fallait, pas de problème. Oui. On connaît son efficacité. Alors, on va continuer. Donc après cette première partie, en tout cas, il y a eu le fameux discours du président. Comment ça se prépare d'après toi un discours? Est-ce que tu as des petits trucs à nous raconter sur ce qui s'est passé derrière? On sait qu'il est visuel sur YouTube, on vous remettra le lien si vous voulez regarder l'intégralité du discours, parce que c'est intéressant aussi. Mais voilà, c'est comment ça s'est préparé, comment ça s'écrit? Est-ce que ça se change jusqu'au dernier moment? Est-ce qu'il était bien? Voilà, moi j'ai pas eu la chance de le voir encore, donc raconte-nous. Alors, c'était un discours, je dirais, convenable, pas très lyrique, je trouve. Je trouvais que ça manquait un petit peu de peste, même peut-être que je suis trop exigeant. J'ai trouvé qu'il sortait pas assez des gonds. J'aime bien le président, comme n'importe quel politique, quand il sort des gonds, quand il sort du truc bien préparé. Et ça manquait un petit peu d'humour, mais ça, c'est mon appréciation personnelle qui est ce qu'elle est. Et il y a des endroits où le président doit être sérieux, au moment où il faut être sérieux, donc Ouais, il ça était rigole sérieux. pas dans le monde scientifique, Olivier. Ouais, mais c'était le contexte aussi. Juste après, il intervenait dans un lieu d'étudiants où il devait parler de la vie des étudiants. Donc, il ne pouvait pas faire le zouave sur le quantique et après être sérieux vis-à-vis des étudiants au même moment, la même journée, quoi. Donc, il est obligé de rester sur une tonalité sérieuse. Mais alors, oui, j'ai découvert, même si j'avais déjà connu ça par le passé, mais la manière dont un discours comme ça se prépare. Alors, il faut savoir qu'un discours, c'est un patchwork qui rassemble ce qu'on appelle les éléments de langage, qui sont préparés par des conseillers qui peuvent venir de l'extérieur. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'en fournir à certains conseillers. Et après, bon, il y a des conseillers qui les rassemblent, ils les mettent dans l'ordre, ils en gardent quelques-uns, ils en virent plein d'autres. Et après, tu as des speechwriters, donc des gens dont le job est d'écrire le discours. Et donc, tu as tout un Mhm. processus. Et effectivement, dans certains cas, il y a des modifications qui interviennent au dernier moment. Et surtout, et je pense que c'était vraiment le cas dans ce discours-là, ce discours est un exercice d'équilibrisme politico-administratif lié au monde de la recherche qui est assez hallucinant. Parce que dans le même discours, tu as des considérations sur la politique du plateau de Saclay que j'ai découvert récemment et que je ne connaissais pas. Enfin, c'est les luttes de pouvoir entre d'un côté l'université Paris-Saclay et de l'autre côté l'Institut Polytechnique de Paris, qui était en bis-bis depuis longtemps, y compris depuis l'époque où Macron était venu la première fois en 2017. Donc Macron, il a essayé de faire la Pax Americana là, entre les deux.
Et il semblerait qu'ils aient fait des progrès récemment et le président s'en félicitait dans son discours. Mais si tu ne connais pas l'histoire, tu ne comprends pas, quoi. Tu as d'autres éléments, par exemple, sur la position des chercheurs. Le président, à un moment donné, a expliqué qu'il fallait absolument que les chercheurs soient mieux payés. Et là-dessus, il est parti sur une envolée sur les dispositions de la fameuse loi de programmation pluriannuelle de la recherche, petit nom LPPR, pour expliquer comment ça allait résoudre le problème. Je n'ai pas compris comment ça marchait, mais c'est censé améliorer la manière de payer les chercheurs, notamment les docs et les post-docs. Et voilà. Alors après, la description du plan ressemble à peu près à ce que tu trouves dans le dossier de presse, c'est-à-dire les montants alloués, la manière dont c'est réparti. Il a fait une belle envolée sur la collaboration internationale qu'il souhaite importante, et notamment vis-à-vis de l'Allemagne. C'est un sujet dont il est assez féru. Donc voilà, en gros. Mais il n'y a pas eu d'embardée particulière. Alors, si la seule embardée particulière, c'est il nous a fait le coup de ce qu'on pourrait appeler Amish version 2. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce discours qu'il avait fait en septembre. Il avait Si, si, sorti très bien. l'histoire des Amish. Voilà, pour ce qui est des critiques de la 5G. Alors là, il a transformé les Amish en 60 millions de procureurs qui s'insurgent contre toutes les nouvelles technologies. Et en gros, il s'est fait l'avocat du progrès technologique et des sciences, ce qui est bienvenu, même si on a encore besoin d'améliorer la pédagogie pour créer la confiance des citoyens vis-à-vis des sciences. Mais bon, en gros, il a refait un Amish V2, quoi, pour simplifier le propos, quoi. Euh, Oui, et on a vu que Cédric O, l'après-midi, nous disait bien que c'était bien d'utiliser les technologies pour faire de l'écologie et améliorer les choses, et que au lieu de s'en passer, de revenir en arrière, c'était mieux d'aller, c'était toujours mieux d'aller vers le développement technologique, et que en améliorant ça, ça permettait justement d'avancer et qu'on ferait sûrement mieux, Alors, au lieu de freiner qu'on peut et de qualifier régresser. autre élément qu'on peut qualifier de politique, disons, dans notre créneau, c'est le rôle des régions. Alors, il a bien valorisé Grenoble dans son discours. Il a évoqué Grenoble, l'Institut Néel, qu'on connaît bien, l'Université Grenoble, le CEA, le LETI, qui d'ailleurs était représenté par une seule personne en vrai, hein, qui était Alexia Oufev, que tu connais bien, et qui a représenté Mhm. le Quantum Engineering Grenoble. Et il n'y avait pas nos amis Maud Vinet et Tristan Meunier. Je ne sais plus trop pourquoi, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils n'ont pas été invités ou ils avaient un quota en nombre d'invités. Et le CAA était représenté, Bah, lui, par... peut-être qu'ils ne pouvaient pas venir non plus aussi, hein, parce que c'est toujours pareil, il faut se Oui, c'est possible, déplacer en ce moment. mais le CEA était représenté par le patron du CEA, ce qu'on appelle l'administrateur général, qui s'appelle François Jacques. Donc, j'ai pas, il me semble qu'il a dû citer d'autres laboratoires, parce qu'il y en a beaucoup en région, hors de Paris et de Saclay et de Grenoble. Tu as quand même Nice avec l'Infini de Sébastien Tanzilli, tu as le laboratoire de Normal Sup à Lyon avec Benjamin Huard, tu as des labos à Toulouse, tu en as à Bordeaux, tu en as à Lille, tu en as à Besançon. Bon, alors c'est des labos qui sont beaucoup plus petits que les gros labos qu'on trouve sur le Paris, Saclay et Grenoble, mais c'est important de les avoir en tête. Il a cité aussi dans son discours les startups comme Pascal, comme Candela. Il a cité Cantonation, le fonds d'investissement de Jean-Jacques et de BitBD. Il a cité BPI France, qui joue un rôle très important avec notre ami Jean-Christophe Goujon, qui est le monsieur quantique chez BPI. J'aime bien dans ces aventures-là rappeler que derrière ces plans et derrière les grands discours, il y a des vrais gens qui bossent. Et on les connaît bien, et c'est devenu des amis. Et c'est des gens qui ont bossé dans l'ombre de l'annonce de ce plan et qui vont continuer à bosser dans l'ombre par la suite, parce que ce plan-là n'est que le début d'une nouvelle aventure. Donc voilà, c'est important de citer un maximum de gens qui sont concernés. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été impliquées dans la préparation de ce plan, en fait. Bon. Alors, le fameux contenu du plan, c'est déjà, qu'est-ce que c'est qu'un plan comme ça? On a vu que ça avait pris beaucoup de temps à être préparé. Nous, on sait qu'il y a eu des points très particuliers de discussion, très longs pour donner tel bout de budget à tel groupe ou à tel autre, et que c'est compliqué, hein, pour pouvoir rendre tout le monde heureux là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses de ce plan déjà tel qu'il est maintenant? Est-ce qu'il est bien ficelé? Est-ce qu'il est sous-ambitieux? Est-ce qu'il est assez ambitieux? Parce que c'est pas mal, 1,8 milliard sur 5 ans. Mais est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que Alors tu en moi, penses, toi? je suis dans une position un peu ambiguë, parce Eh, que mouille comme ta j'étais... chemise, Olivier, donne-nous Ouais, donne-nous ouais, tes je vais te dire ce réponses. que j'en pense, mais non, mais je veux dire, je précise qu'il y a un biais de mesure, parce que ça m'est arrivé par le passé de critiquer des plans de l'État. J'ai bien critiqué le plan IA qui avait été
réalisé à la suite du rapport Villani en 2018. J'ai critiqué par le passé le plan objet connecté en 2014. J'ai toujours eu un regard assez acerbe sur la manière dont les plans étaient construits. Je m'étais posé la question à l'époque, notamment en 2016, de la manière dont un plan d'État pouvait se construire pour qu'il ne soit pas déconnant, on va dire. Alors, j'ai l'impression que ce plan, il contient peu des bugs des plans précédents. Il y en a probablement qui subsistent, mais il y en a un peu moins qu'avant. Alors, je vais essayer de les Alors, il décrire. y a une Ouais. différence, c'est que les autres plans, tu n'avais pas pu intervenir en mode C'est ça petite la souris différence, dans oui, les oui, oui. coulisses, alors que là, Mais tu as c'est pas quand que même ça. pu jouer Non, mais un rôle. ouais, ouais. Ouais, mais c'est pas que ça. Il y a une différence quand même notable. Alors, j'ai essayé d'en trouver quelques-unes. Première différence qui est assez importante, comme les technologies quantiques sont, je dirais, neuves, sur des marchés émergents, où les positions des acteurs ne sont pas encore là, où il y a encore un énorme effort à faire dans la recherche fondamentale, eh bien, on est à un plan qu'on peut considérer comme étant un plan amont. Ce que j'entends amont dans le cycle de l'innovation. Un plan aval, ce serait un plan de rattrapage de l'équipement numérique des PME, par exemple. Ce n'est Mhm. pas un plan industriel, c'est un plan, tu équipes les gens, quelle que soit la techno, même si c'est du Microsoft ou du Google ou autre chose, quoi, ou du Cisco. Donc là, on est dans un plan amont. La conséquence d'avoir un plan amont, c'est qu'on n'a pas le défaut, notamment du plan IA, qui était moite-moite entre, d'un côté, j'équipe les entreprises et l'État en technologie, donc à base d'IA, et de l'autre côté, j'essaye vaguement de créer une industrie française de l'IA. Donc, il y a moins cette ambiguïté qui, en général, nous a perdus. Parce que quand, dans le même plan, tu as un gros dosage équipement du pays et équipement de l'État et un autre dosage sur l'industrie, tu orientes une partie de l'écosystème sur le marché intérieur et résultat, tu le détournes du marché mondial. Alors que là, on en est à se dire qu'est-ce qu'on crée comme technologie au niveau de la recherche fondamentale et appliquée, qu'est-ce qu'on crée comme start-up avec évidemment l'idée d'exporter. Et effectivement, pour même pas 10% du budget de ce plan, notamment vis-à-vis du ministère des Armées, qu'est-ce qu'on fait Mm. pour que l'État soit un client exemplaire, mais sans que ça prenne des proportions trop grandes. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est une différence assez importante. Et d'ailleurs, ça se traduit, et c'est un gros décalage par rapport au plan précédent, ça se traduit par un énorme volet d'investissement dans la recherche, qui est de plus de 700 millions d'euros dans ce plan. Et d'ailleurs, c'est le gros d'investissement public du plan. Alors, ça m'oblige à commenter D'accord. la dimension chiffrée du plan, et Mhm. notamment sa comparaison par rapport aux autres pays. Alors, le plan affiché, c'est 1,8 milliard. Oui. Alors, en vrai, dans le 1,8 milliard, il y a 1 milliard de fonds publics. Le 800 millions qui dépasse, c'est en gros 500 millions de financement privé, mais qui sont, Ok. comment dire, ne sont pas garantis, quoi. C'est un mélange d'investissement, de fonds d'investissement étrangers dans les startups, de corporate venture, d'entreprises françaises ou étrangères qui investiraient aussi dans des startups, et d'investissement en France d'acteurs étrangers. Pourquoi pas des Google, des Microsoft et IBM. Sachant que pour moi, ce n'est pas la gloire d'avoir ce genre d'investissement, parce que même si c'est un peu dur à le dire, c'est une forme de colonisation de la France, de technologies étrangères, notamment dans le quantique. Donc, ce qui compte, Mhm. c'est, et j'oubliais, c'est aussi l'investissement des entreprises françaises pour leurs propres efforts de R&D. Donc, par exemple, quand Thales, Ok. Air Liquide ou Atos investissent dans le quantique, ça fait partie de ces 500 millions. OK. Alors, Ok. donc, il reste 1 milliard de fonds publics. Alors, j'ai oublié, dans les 800 millions, il y a 500 et quelques donc de fonds privés, et il y a 200 et quelques d'argent qui vient de l'Europe. Alors, qui est censé être de l'argent incrémental, ce qui n'est pas forcément évident. Cet argent qui vient de l'Europe, c'est essentiellement des dotations qui viennent des différents programmes européens de financement des techno-quantiques. Alors, il y a des programmes génériques d'aide à la recherche qui viennent des programmes Europe Next. Il y a le flagship européen qui a été lancé en 2018, qui était un plan 1 milliard pour lequel seulement 200 millions ont été attribués. Donc, comme il reste 800 millions à attribuer du plan européen, si la France en récupère entre 15 et 20%, c'est toujours ça de prix dans le Bon, budget c'est clair. français. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les ERC, c'est moins connu. Les ERC, Mhm. j'ai oublié ce que c'est, European Research Grant, un truc comme ça. Ce sont des allocations financières, des subventions pour des équipes de chercheurs ou des chercheurs individuels. Et d'ailleurs, la France est plutôt bien placée dans les technologies quantiques, avec plus de 80 ERC, je crois, sur une dizaine d'années, dont le fameux ERC d'il y a 2 ans et demi, que Maud Vinet, Tristan Meunier et Silvano De Franceschi à Grenoble avaient obtenu pour la filière qubit silicium. Et puis, il Exact. reste 1 milliard de fonds publics français. C'est voilà, un petit peu de nos impôts qui vont servir à un Alors, grand c'est projet. des impôts, mais en fait, alors la mécanique financière est très tordue. Dans le milliard d'euros de fonds publics français, c'est sur 5 ans, tout ça, Mhm. hein. C'est un plan à 5 ans. Oui.
tu as environ 600 millions d'euros qui sont des fonds incrémentaux, on va dire, qui s'ajoutent à ce qu'on investissait déjà couramment. Et les 400 millions qui restent, c'est en gros la continuité de ce qu'on faisait déjà, à peu près. Et les 600 millions qui ont Ok. été rajoutés, ils viennent d'un instrument financier qui existe depuis 2009, si je ne m'abuse, qui s'appelle les PIA, donc Programme d'investissement d'avenir. Le PIA version 4 a été annoncé par le Premier ministre début janvier de cette année, 2021. Et donc, c'est là-dedans que l'État pioche pour financer, en gros, les programmes qui sont destinés à préparer le futur. Et cet argent, il est emprunté sur les marchés. Il doit générer un petit retour sur investissement parce qu'une partie de cet argent va, par exemple, chez BPI, qui finance des startups qui éventuellement sont revendues et qui permettent de récupérer une partie de l'argent investi, ou alors de la propriété intellectuelle qui est valorisée. Donc, l'idée du gouvernement, c'est de préparer l'avenir et d'essayer d'en tirer un bénéfice économique au bout d'un certain temps. Donc, c'est de l'argent qui n'est pas censé être perdu. Enfin, quand je dis perdu, c'est au sens perdu en flux financier. Dépenser, ouais. Voilà. Donc, on a en gros un peu plus qu'un doublement de l'effort de financement public sur les technologies quantiques. C'est bien, c'est pas monstrueux. Alors, ça m'amène à un commentaire qui me perturbe beaucoup, c'est que c'est très, très dur de comparer les montants entre les pays. Parce que, Oui, justement, ce que j'allais te demander, parce que par rapport à d'autres pays, on est pas mal, hein. en fait, pour moi, Par rapport aux USA, c'est un point d'interrogation pour moi, parce que les Américains, ils ont annoncé 2 milliards. Alors, bah oui, en fait, mais c'est c'est en un deux parties. gros pays à côté de nous, hein. Ils sont 8 Ils fois plus pourraient gros mettre que nous. plus, on Donc, se les dit. Américains mettent 2 milliards et nous, on met 1,8 milliard. Tu vas dire, ça colle pas, quoi. Alors que le ratio théorique, ça serait 1,8 ou 1,7 si tu prends les ratios de PIB. Voilà. Alors, il faut savoir que les Américains, ils avaient peut-être une base de départ qui était plus grande. Par ailleurs, ils ont des acteurs privés comme Google, Microsoft et IBM qui investissent déjà des centaines de millions de dollars depuis longtemps. Donc, en fait, la Ouais. comparaison est très difficile. Alors, pourquoi la comparaison est difficile? La première, elle est liée au fait que tu as un existant qui est, dans certains cas, pris en compte dans les budgets annoncés et dans d'autres non. Et ce n'est pas évident de savoir. Par exemple, les Allemands, ils ont annoncé un plan à 2 milliards. Je n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Pour l'instant, il y a des gens qui savent, mais moi, je n'ai pas trouvé de moyen de savoir, quoi. Secret défense. J'arrive pas à Bon. savoir si dedans, il y a ce que l'Allemagne investissait déjà. J'arrive pas à savoir si dedans, il y a des investissements étrangers ou que les investissements locaux. J'arrive pas à savoir s'il y a le privé et le public ou que le public. Alors, par exemple, le plan américain de 2 milliards, c'est que du public. C'est de l'argent fédéral qui est investi dans 3 agences fédérales, le département de l'énergie, l'ANSF, qui est en gros l'équivalent un peu de l'ANR française, et le dernier, c'est le NIST, qui est en gros l'organisme de standardisation et de benchmarking et qui travaille sur la métrologie et qui fait beaucoup de choses dans le domaine du quantique, notamment côté cryptographie. Et donc, on sait que l'argent américain, c'est du public et ça a l'air d'être incrémental. Mais par contre, on ne sait pas quel est le budget alloué par la défense américaine et le renseignement américain sur ces technologies-là. Et il est probablement important, mais on ne sait pas. En France, bon, en gros, on a la définition la plus exhaustive, extensive possible du budget annoncé, c'est-à-dire c'est le public plus le privé, l'existant plus le nouveau. Voilà. Maintenant, Bon. il y a encore du temps. Et les Allemands, c'est 2 milliards, mais on ne sait pas dire si ce 2 milliards est équivalent d'autres. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut Bon. faire une cote mal taillée. Il est probable que notre milliard 8, c'est l'équivalent d'1 milliard à peu près comparativement aux Allemands. Et si tu prends les ratios de PIB et de poids de la R&D par rapport au PIB, on est ISO avec les Allemands. C'est-à-dire qu'on a fait un effort D'accord. équivalent à l'habitude, quoi, et aux tailles des pays. Bon. Donc, en tout cas, on n'est pas à la bourre. Si, on est à la bourre quand même. Attends, on est à la Non, mais bourre oui, parce on est à que, la bourre, mais dans l'annonce de lancement du plan, mais pas financièrement. alors financièrement, Et on est puis, correct, oui. on est correct. Et puis, rappelons aussi que les scientifiques et tout l'écosystème quantique n'a pas attendu l'annonce du plan pour travailler et Heureusement. anticiper ce qui allait être annoncé. Et que du coup, on est quand même dans la course. Voilà, l'annonce du plan a été retardée avec le Covid et quelques autres choses. Mais en tout cas, ça avançait bien derrière. On a pu le constater de nos propres yeux. Alors, tout cet argent, il va être divisé en différents clusters, on va dire. Je vais te demander quand même de nous les redétailler un petit peu pour comprendre un petit peu, parce que ce n'est pas facile pour tout le monde, même si on en a beaucoup parlé, pour les gens qui prendraient en cours de route l'émission. Donc, il y a 352 millions qui vont aller sur le NISC, 432 sur les LSQ, 258 sur les capteurs quantiques, 325 sur la communication quantique, 156 sur la cryptographie post-quantique et 292 sur les technologies capacitantes. Juste, est-ce qu'on va reprendre un par un, juste que tu nous redises qu'est-ce que ça veut dire derrière ces terminologies, parce que du coup, ce n'est pas l'ordinateur quantique derrière tout ça, il y a autre chose. Donc voilà, donc on va reprendre par le NISC.
Alors, le Ouais, NISQ, ça veut dire le Noisy Intermediate Scale Quantum Computing. C'est en gros la génération d'ordinateurs quantiques entre aujourd'hui et dans une dizaine d'années, qui sont des ordinateurs qui utilisent des qubits qu'on appelle des qubits bruyants, donc qui ont en gros un taux d'erreur assez élevé, mais sur lesquels on pense qu'on va pouvoir faire des calculs quand même utiles avant d'atteindre la génération suivante du calcul à tolérance de panne. Et l'effort que le gouvernement entend mettre dans cette catégorie de techno, c'est un effort consistant à permettre, disons, faciliter financièrement la mise au point d'ordinateurs dans cette catégorie-là. Ça concerne au minimum 2 ou 3 filières, mais la première qui est la plus porteuse aujourd'hui, c'est la filière des atomes froids, qui est incarnée par la start-up Pascal et le laboratoire d'Antoine Brouès à l'Institut d'optique, qui a Mhm. publié un papier d'ailleurs fin 2020 avec 196 qubits en mode simulation, qui est vraiment très intéressant. Il y a un deuxième aspect qui est important dans cette partie du plan, c'est aussi de développer des compétences et du savoir-faire dans les logiciels. Parce que ce n'est pas le tout de faire du hardware, il faut aussi faire du soft. Et donc, le plan doit cofinancer, alors sur appel à projet, des efforts dans la recherche et la création aussi de startups d'ailleurs, dans le logiciel qui utilisera cette génération d'ordinateurs. Alors la deuxième, qui s'appelle le LSQ, Large Scale Mhm. Quantum Computing, ou Large Scale Fault Tolerant Quantum Computing, c'est la génération suivante d'ordinateurs qui pourra s'appuyer sur plusieurs technologies différentes, même si on a quelques idées de celles qui pourraient le permettre, qui est en gros la génération des ordinateurs qui vont être utilisés, des fameux qubits logiques s'appuyant sur plein de qubits physiques, qui vont nécessiter d'avoir un très grand nombre de qubits physiques parce qu'on est obligé de combiner plusieurs qubits physiques pour créer des qubits logiques parce que le taux d'erreur des qubits physiques est trop élevé. Donc, c'est en les combinant avec des codes de correction d'erreur qu'on arrive à faire des qubits dont le taux d'erreur apparent est plus faible. Et là, ce qui est visé par l'ensemble des acteurs du marché, c'est les machines à au moins 1 million de qubits physiques, quoi. Donc, ça veut dire que c'est pas évident. Et donc, Ce qu'on peut ce... dire, ce qu'on peut dire, juste Ouais. pour résumer, en tout cas, c'est que le NISQ est plutôt visé à quoi? 5-15 ans, alors que les LSQ sont plutôt à 15-30 ans Oui, mais sachant qu'il y a une dans très les oui, espérances. oui, dans les espérances, mais sachant que c'est très très dur de faire des prévisions fiables de ce point de vue-là, hein, c'est comme les prévisions des analystes sur les ventes de quoi que ce soit. Le NISQ, on peut considérer qu'il a déjà démarré. C'est-à-dire Oui, qu'avec bah, les depuis 53 la. qubits ou les 65 qubits qu'on a chez Google et IBM, on est au début de l'ère du NISQ avec des premières expériences de calcul. Alors, le jour où le NISQ deviendra intéressant, c'est le jour où on aura suffisamment de qubits avec un taux d'erreur raisonnable pour faire des calculs en NISQ qui, au moins, sont aussi performants, si ce n'est pas un peu plus performants que ce qu'on fait sur les supercalculateurs. Parce que même si, par exemple, on n'atteint pas la fameuse suprématie quantique, c'est-à-dire un stade où l'ordinateur quantique explose complètement de plusieurs ordres de grandeur le temps de calcul d'une machine classique, bah, même si on a des ordinateurs NISQ qui font aussi bien qu'un supercalculateur, bah, en fait, ça pourra quand même avoir des bénéfices économiques parce qu'un calculateur quantique, ça sera probablement moins lourd et coûteux qu'un ordinateur classique, en tout cas un supercalculateur. Ça sera probablement aussi un objet qui aura une consommation d'énergie beaucoup plus faible que le calculateur classique. Et l'étape d'après, c'est le large scale computing qui sera capable de dépasser de plusieurs ordres de grandeur la capacité de calcul des supercalculateurs quantiques, parce que ça ne s'applique pas à n'importe quoi. Et alors, dans le LSQ, c'est clair que là, le projet, il va s'appuyer beaucoup sur la filière silicium, qui est privilégiée, en tout cas pour ce qui concerne la France, même s'il n'est pas exclu que d'autres filières puissent atteindre ce stade-là, mais c'est celle qui semble, disons, parmi toutes les filières qui existent, elle semble très prometteuse. Il y en a une qui pourrait nous surprendre dans les années qui viennent, aussi bien pour le NIS que pour les SQ, c'est la filière photonique. Elle a toujours été un petit peu le vilain petit canard des qubits, mais quand on voit les expériences chinoises récentes qui ont été faites, quand on voit les 500 millions investis dans Psyquantum, une start-up anglo-américano-australienne, Mhm. quand on voit aussi les progrès que Candela a réalisés dans ses sources de photons et dans les ambitions qu'ils ont, il n'est pas impossible que la photonique nous surprenne, un de ces quatre, ce qui fait qu'en fait, les histoires de 5 à 10 ans, 15 ans, 20 ans, je dirais on n'en sait rien, quoi. Ça peut peut-être s'accélérer, ça peut peut-être jamais marcher, Prendre un petit peu on plus verra de bien, quoi. temps. Ouais. Bon. Alors après, tu as les Donc capteurs, tu ensuite, disais, ouais, ouais. voilà, les capteurs quantiques. Donc, bon, ça, tu. Bah ça, c'est Thales. Non, je résume, hein, mais j'exagère un peu. Mais non, ils ne vont pas prendre 250 millions, en tout cas, j'espère. Les capteurs quantiques, bah, oui, il y a eu une bataille hein, sur ce plan, sur cet aspect des capteurs, parce que les capteurs quantiques, c'est quand même un marché très, très à part hein, vis-à-vis du calcul ou même des télécoms ou de la crypto. Mais c'est un marché qui a une caractéristique qui le différencie des autres, c'est que c'est un marché qui peut démarrer. Parce qu'en fait, il n'y a pas
énormément d'incertitudes scientifiques sur la viabilité des produits. Alors que le calcul LSQ dont on vient de parler, on ne sait pas trop, tu vois, du 10, 15, 20, 15, 20, 30 ans, c'est quand même très incertain. Alors que les capteurs, ça Ouais. marche aujourd'hui. Mucans, qui est à Bordeaux, vend déjà des microgravimètres à base d'atomes froids, ça marche. Les capteurs à base de NV Center, donc une technologie un peu particulière qui utilise des défauts dans les structures de carbone ou de diamant, si on veut, c'est des choses qui marchent aujourd'hui. Alors qu'il faut mettre au point, qu'il faut miniaturiser, mais ça marche. Donc on est plutôt dans ce qu'on appelle un TRL élevé, comme on dit, Technology Readiness Level, c'est le jargon qu'ils disent dans les startups de la deep tech, c'est-à-dire on est proche d'un TRL élevé permettant d'aboutir à la commercialisation. Donc c'est important aussi d'être présent sur ce marché-là, alors d'autant plus que le marché des capteurs est typique de ce qu'on appelle une technologie duale. Tu connais ça, les technologies duales, hein, c'est les technologies qui ont des applications civiles et militaires. Qui font les Et deux. voilà, et Thales, Ça s'est ça s'est c'est pas que ça du s'est civil, hein, c'est énormément clair, hein. rapproché. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on voit de plus en plus, c'est que pendant très longtemps, c'était l'innovation militaire qui arrivait dans le civil. On voit maintenant que, les militaires font de l'open innovation et s'intéressent à ce qui vient du civil pour aller dans le militaire et ça par contre, c'est assez nouveau. Il y a moins de décalage, Les en fait. commun Et c'est vrai, même aux États-Unis, il y a moins de décalage entre ce que les militaires font d'un côté et le civil de l'autre. Alors, besoin des gens qui imaginent que la NSA a un énorme ordinateur quantique dans la cave qui casse les clés RSA, c'est dans voilà et tes qu'on rêves, quoi. verra C'est dans pas 10 possible. ans, Non, ouais, non, voilà, c'est pas non. possible. Parce que la physique, elle évolue au même rythme partout en même temps, quoi. Mais oui, d'ailleurs, tous ces raccourcis et même dans les sorties de produits, des fois, ça mettait 1 an pour arriver dans un autre pays à travers le monde et on voit qu'avec Mhm. l'internationalisation, les communications et cetera, tous ces raccourcis qu'en fait, on est souvent à 2 ou 3 mois, d'écart entre une sortie d'un produit, Tout à fait. et Ouais. partout dans le monde. Les communications justement, parce que ça, c'est hyper important, donc là, redis-nous vite fait, ça va permettre quoi? Parce qu'on s'est déjà communiqué à l'autre bout de la planète, on s'est envoyé, des messages dans l'espace, quasiment en temps réel et avoir les réponses. Qu'est-ce que ça va faire la communication quantique et pourquoi on investit autant? Alors, les télécommunications quantiques, ça comprend plein de volets. Il y en a un qui est historique et qui existe depuis plusieurs années, voire décennies, qui est ce qu'on appelle la cryptographie quantique, qui est un moyen de protéger les communications et les codes de chiffrement publics qui sont envoyés dans des réseaux. Alors, ça s'appuie sur de la fibre optique ou des liaisons aériennes optiques. Mais cette cryptographie quantique n'est pas le seul domaine d'application des télécommunications quantiques. On peut, grâce à la photonique, relier des appareils entre eux, aussi bien des appareils classiques que des appareils quantiques. Et Mmh. l'une des promesses, moi, qui m'intrigue le plus et qui me semble très intéressante dans un futur moyen, à moyen terme, c'est la possibilité de créer des réseaux quantiques qui vont relier des ordinateurs quantiques et des capteurs quantiques entre eux. Et donc, ça deviendra une brique technologique fondamentale pour faire ce qu'on appellera probablement un jour du calcul quantique distribué. Au même titre qu'aujourd'hui, on fait du Hadoop en big data pour distribuer des traitements sur plein de serveurs. Donc, sauf que là, on va bénéficier de technologies à base de l'intrication quantique, qui a son petite part de mystère, qui permettra de faire de l'intrication entre plusieurs calculs quantiques, calculateurs quantiques, et de faire des choses probablement incroyables qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. A contrario, la catégorie suivante d'investissement, qui est la cryptographie post-quantique, n'a rien de quantique. Oui, alors justement, laisse-moi fermer les transitions un peu et parler, tu vas trop vite. Donc justement, c'est avant même de faire de la cryptographie quantique, on a la crypto post-quantique, mais qu'on a déjà démarré avant. Les posts, mais avant. Oui, Ça c'est le justement, paradoxe de l'appellation. Oui, oui. oui, oui, elle me fait toujours marrer. Donc ça, c'est comment on arrive à encrypter finalement de manière traditionnelle, et de protéger contre justement les calculs que pourraient faire, et casser les clés des ordinateurs quantiques, dans un temps futur. Donc ça, c'est pareil, on investit beaucoup, mais justement parce que, il faut protéger maintenant pour pas être décodé plus tard. Est-ce que j'ai Exactement. bon? Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, il y a un investissement de 156 millions d'euros qui est prévu, alors public et privé, il ne faut pas oublier, pour développer des solutions logicielles, hein, puisque là, il s'agit de logiciels et de mathématiques, hein. Bah, en fait, c'est plus du calcul, ouais, et de la programmation C'est du que calcul vraiment ça se classique. fait sur C'est-à-dire du que matériel classique, hein. Ça se fait sur des voilà. ordinateurs tout à fait, Alors, classiques. ça se fait sur du matériel classique. Il y a quelques algorithmes de chiffrement post-quantique qui sont coûteux en matériel, qui aboutiront peut-être à la création de processeurs spécialisés un jour. Il y a déjà des processeurs spécialisés d'ailleurs dans la crypto classique, hein, dans certaines applications. Il faut savoir que dans une puce Intel, il y a un bout spécial qui gère ça, hein. Un bout des processeurs Intel qui est dédié à ça.
Pareil dans ton Ouais. iPhone, pareil dans tous ces appareils-là. Donc, ça, c'est du logiciel et du matériel classique, mais qui vise à se défendre contre le cassage de clés par des ordinateurs quantiques. C'est pour ça que ça s'appelle post-quantique. C'est post au sens qui est nécessaire après l'arrivée du calcul quantique qui casse les clés classiques. Bon. Et alors, en dernier, les technologies capacitantes. Je connaissais les trucs qui pouvaient te faire te mettre en incapacité de faire des choses, mais qu'est-ce qui fait qu'une technologie est Bah, capacitante? une technologie capacitante, en fait, alors ça a plusieurs appellations. On parle aussi de technologie habilitante. Bon, ils ont choisi Mmh. capacitante. Et en américain, on appelle ça enabling technologies. Donc, c'est des technologies qui servent à faire autre chose. Donc, typiquement, tu prends un ordinateur quantique à base de qubits de silicium ou de qubits supraconducteurs, tu as besoin de le refroidir. Et tu fais du Ouais. refroidissement à très basse température, hein, c'est de l'ordre de 15 millikelvin. Bah, pour faire ça, il faut maîtriser la technologie des cryostats. Alors en France, il y a plusieurs sociétés qui font ça, mais notamment Air Liquide, qui a fait l'acquisition en septembre dernier d'une start-up française qui avait une vingtaine d'années, qui s'appelait CryoConcept, qui était basée aux Ulysse, en région parisienne. Et cette start-up, elle crée notamment des cryostats pour le calcul quantique. Donc Air Liquide s'est donné les moyens de compléter son offre existante dans la cryogénie. Alors eux, ils font de la cryogénie pour tout, hein, pour de l'IRM, pour l'industrie, pour les accélérateurs de particules, pour les laboratoires de physique, enfin, ils sont un peu partout. Là, bah, ils vont faire de la cryogénie à très basse température. Et sans trahir de secret, bah, ils ont de l'ambition là-dedans, quoi. Ils ont envie d'être présents sur ce marché-là, qui est concurrentiel. Il y a 3 4 autres acteurs importants, Leiden aux Pays-Bas, Bluefors en Finlande, Oxford en, qui est au pays, je me trompe toujours, qui est en Angleterre. Et j'en oublie un qui est L'Angleterre. américain, je crois, oui, en Royaume-Uni, on va dire plutôt. Et j'en oublie un, peut-être un américain, mais non, parce qu'en fait, il y a un fabricant de compresseurs qui s'appelle Cryomec qui fait des compresseurs utilisant ces systèmes-là, qui est américain. Et donc voilà, il y a une concurrence et Air Liquide a envie d'être un acteur de poids dans ce domaine-là. Donc une technologie habilitante, ça sert à faire autre chose. Autre exemple, c'est les lasers. Mmh. Autre exemple qui est peu évoqué dans le plan parce que c'est un peu confidentiel et je vais trahir tous les secrets. Non, je ne vais pas le faire, mais c'est comment tu t'approvisionnes en matériaux rares ou comment tu les fabriques toi-même quand c'est des matériaux qu'il faut transformer. Donc, il y a des éléments non documentés du plan qui visent à obtenir une autonomie stratégique du pays dans l'approvisionnement de certains éléments importants pour la création de toutes ces technologies quantiques. Donc, les techno-habilitantes, c'est très important. Je dirais qu'aux 2 tiers, ça concerne plutôt le calcul, et un tiers, le reste. Et le calcul est très dépendant. Tu as des problèmes de câbles, tu as des problèmes aussi, par exemple, d'électronique de contrôle. Alors, dans un ordinateur quantique type supraconducteur ou silicium, tu as besoin de créer de l'électronique qui pilote les qubits, mais qui elle-même n'est pas quantique. Enfin, quantique au sens de la seconde révolution quantique, qui n'utilise pas l'intrication, etc. Donc, c'est du taf, ça. Et il faut aussi investir là-dedans, dans la recherche et dans l'industrie. OK. On va revenir, un petit peu en arrière, dans le passé. Comment un plan comme ça arrive à naître? Quelle est son origine? À quel moment, ça se lance un projet comme ça? Ça fait quoi, 5-10 ans, 2-3 ans et qui balance ça? Alors on a un petit peu donné la réponse dans notre émission de Décode Quantum, mais si tu peux redonner un petit peu ces éléments. Oui, alors, Cédric avait répondu. ouais, enfin, il a répondu partiellement, parce que, en fait, Oui. la manière dont un plan comme ça démarre, c'est rarement l'État qui décide d'investir comme ça, de dire tiens, je vais faire du quantique, en fait. Il y a une espèce d'aller-retour permanent entre, on va dire, la société civile, c'est-à-dire les chercheurs, les analystes, ce qui se passe à l'étranger, les médias et la manière dont ils s'en parlent, qui créent des effets de mode. Parfois, il y a des effets de mode un peu artificiels, je ne vais pas en citer, mais il y en a quelques-uns. Et donc, à un moment donné, il y a des sujets comme ça qui émergent et tout d'un coup, on dit, tiens, on découvre qu'il y a un sujet important. Donc, euh, si tu prends les technologies quantiques, surtout le calcul quantique, bah, D-Wave, qui a été créé en 1999, a commencé à faire parler de lui à partir de 2012. D'ailleurs, c'est la même année que l'IA a commencé à exploser avec le deep learning et les processeurs NVIDIA. Mmh. Euh, IBM et Google ont commencé aussi à se secouer vers 2015-2016. 2016, c'est l'arrivée de la solution de programmation cloud d'IBM. Et puis 2016, c'est aussi l'arrivée de Atos dans le sujet. Thierry Breton, qui sur ce sujet a été relativement visionnaire, s'est dit, tiens, pour préparer la croissance et l'évolution de l'offre de supercalculateur d'Atos, qui est un des 5 premiers acteurs mondiaux dans le domaine, bah, il faut peut-être s'intéresser aux technologies quantiques. Donc c'est Atos et Thierry Breton
qui en 2016 ont un peu déclenché le phénomène dans une grande entreprise française, puisque c'est une entreprise qui fait quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires, grande par rapport à des startups ou des PME. Et Breton, au même moment, eh bien, il a fait le siège des cabinets ministériels et des ministères. Il est allé voir Emmanuel Macron à l'époque où il était ministre de l'économie. Il est allé voir Mounir Bajoubi à l'époque où ce dernier était secrétaire d'État en charge du numérique, donc on va dire entre mi-2017 et fin 2017. Et il a commencé à secouer le cocotier. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, les gens, ils le prenaient pour un dingue, en fait, parce que Breton, il a tendance à être un peu fluffy, disons, à exagérer ses propos, à survendre un peu. Et donc, les gens, ils faisaient pas trop confiance. Alors, heureusement, il y a d'autres personnes qui ont secoué le cocotier. Il y a des gens comme Alain Aspect aussi, qui sont allés voir des conseillers à l'Élysée, à droite et à gauche. Oui, Le lui, on CEA, ne le considère pas comme fluffy. En général, on non, pas l'écoute du pas. tout. Le CEA, qui est aussi très actif et qui d'ailleurs noyote bien l'État à différents niveaux, a été capable de sensibiliser les pouvoirs publics sur l'intérêt du sujet. Et petit à petit, il y a eu une coalescence et ça aboutit. Alors, il faut rajouter aussi l'intérêt de la DGE pour le sujet, la Direction générale Mhm. des entreprises, qui est une des administrations centrales de Bercy. Elle a décidé de s'intéresser au sujet, ne serait-ce que pour répondre aux questionnements soulevés par les sollicitations incessantes de M. Breton. Et donc, la DGE s'est intéressée au sujet. Elle a confié le sujet notamment à Annie Labroue, qu'on connaît bien dans le domaine, qui a travaillé pendant plus de 2 ans sur le sujet. Et ça a abouti finalement, de fil en aiguille, à la création d'une mission parlementaire qui a été Mené par Paula Forteza, menée par Paula Forteza, que tu connais, qui a... accompagné de Jean-Paul Hertmann, Voilà, exactement. ça, et de Jordanis Kyrénidis, donc respectivement CEO de Safran, ancien CEO de Safran et le directeur de la recherche CNRS à l'IRIF. Exactement. Alors, qui est spécialisé dans le quantum machine learning, donc c'est plutôt un algorithmicien. Donc, ça permettait d'avoir un Mhm. industriel d'un côté, un chercheur, une politique, les trois ensemble, un rapporteur de la DGE, donc Nils Labroue, qui ont abouti à, en gros, une proposition de plan d'action remise le 9 janvier 2020. Et là, ça permet de faire un petit peu le gossip politique du plan, parce que à l'origine, le plan devait être annoncé à ce moment-là. Oui, Sauf qu'entre-temps, Paula Forteza, elle avait fait des siennes en commençant à devenir une dissidente de En Marche. Et donc, ils ont décidé de séparer l'annonce du rapport et l'annonce du plan. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Eh bien oui, bon. parfois, il y a des histoires politiques qui s'entrechoquent et des histoires industrielles. Donc, on a perdu un an. Non, mais sorry, Bah, on on a a vraiment perdu un perdu un an an, parce hein. que, bah oui, on a vraiment perdu un an parce qu'en plus, du coup, ça a Après, il y a comme eu le le Covid. Covid est arrivé, Voilà. ça a fait une espèce d'effet domino sans fin où on a cru qu'il ne sortirait jamais. Exactement, Euh, exactement. Ouais. alors bon, bah, il est là. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur les clivages? Parce que dans ton article là que tu nous sors, tu en parles un petit peu ou on les laisse lire ton papier? Il y a beaucoup de... Ouais, en fait, quand tu fais un plan, ça fait jamais l'unanimité, hein. C'est très difficile de mettre tout le monde d'accord, hein. Tu as Écoute, je des suis sûre intérêts que si tu fais divergents. un plan dans la pâtisserie, je pense que la Ça sera pareil. cuisson, la température des œufs, battre la farine, tu as différentes écoles et que forcément, ça doit poser Je vais donner problème un à un moment. exemple. Je vais donner un exemple du genre de compromis qu'il faut faire dans un plan comme ça. Le premier compromis, c'est est-ce que tu finances l'amont ou l'aval? C'est-à-dire, est-ce que tu finances plutôt la recherche, plutôt les entreprises? Alors, comme le sujet, euh, je dirais, le justifie, le plan contient une grosse part de financement de la recherche fondamentale, alors que dans d'autres plans, ce n'est pas le cas. Premier exemple de clivage. Et là, tu vas avoir à Bercy et le ministère de la Recherche qui vont s'écharper, évidemment, parce que les premiers vont dire qu'il faut financer les entreprises, les deuxièmes, la recherche. Bon. Et pour mettre tout le monde d'accord, il faut un juge de paix entre les deux. Deuxième exemple, le juge de paix entre les filières de qubits, parce que chez les chercheurs, il y a quand même des crèmeries, hein. Donc, il y a la crèmerie photon, la crèmerie supraconducteur, la crèmerie atome froid, la crèmerie silicium. Bon, on ne va pas dire qu'ils s'écharpent, mais bon, bref, ils défendent leur crèmerie, quoi. Donc, au départ, il y avait, je dirais, au départ du plan, la filière silicium semblait être très favorisée, vraiment au détriment des autres. Il y a eu un rééquilibrage permettant d'éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, ce qui était justifié, je pense, de ne pas tout mettre. Mais bon, il faut quand même faire des paris à un moment donné. Alors, la manière de couper la poire en deux, ça a été de se dire, on fait le pari du silicium pour le long terme et on fait le pari des autres technos pour le moyen terme et le court terme. C'est un Mhm. moyen de rééquilibrer les choses. Tu as d'autres exemples, hein. On vient d'en parler, c'est l'équilibrage entre la cryptographie quantique, d'un côté, qui fait partie des télécoms quantiques, et la cryptographie post-quantique. Ce d'autant plus que l'ANSSI
avait un peu démoli la QKD dans un mémo sorti en 2020. Et donc, voilà, et à un moment donné, il y a un équilibrage compliqué à gérer. Tu as un autre exemple d'équilibrage qui, je pense, n'est pas encore vraiment bien finalisé, qui est entre le hard et le soft. Mhm. Le plan quantique tel qu'il est aujourd'hui et surtout tel qu'est le paysage de la recherche et de l'enseignement supérieur, On et est dans le hard. c'est très hard encore, hein, parce que les Ça, chercheurs dans le ça quantique, manque un peu de logiciel hein, ah ouais, les encore, chercheurs dans le mais bon, on quantique, y est. quand tu fais l'inventaire des labos en France, tu en as une cinquantaine, c'est vraiment du hard, hein, de la physique, hein, Il est c'est de temps la physique. qu'on forme des nouvelles générations, en tout cas qu'on les Mm. inspire. Alors, le temps passe vite, hein, ça fait presque 1 heure qu'on papote, Ah Olivier. bon? Déjà? Ben oui, 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 50 minutes que tu vois, j'essaye de te tenir à 1 heure. En 2 mots, les prochaines étapes, c'est quoi qu'on attend maintenant? La nomination d'un coordinateur, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Alors effectivement, oui, il y a un coordinateur national qui va siéger au SGPI, qui est l'organe qui gère les programmes d'investissement d'avenir qui dépendent du Premier ministre. Alors, la nomination n'a pas encore été faite, on attend un choix. Alors, l'écosystème quantique espère que la nomination portera sur quelqu'un qui, je dirais, pourra mettre en œuvre le plan aussi rapidement possible, parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. Donc la symbolique liée à ça est importante, ça joue, il vaut mieux quelqu'un qui connaisse le sujet, donc on verra ce qu'il en sortira. Derrière, il y aura tout un tas d'instruments qui vont être déclenchés avec des jolis petits noms d'oiseaux comme les PPR, programmes prioritaires de recherche, qui vont être pilotés par les ONR, qui sont les organismes nationaux de recherche, complétés par des PDI, qui sont des programmes de développement industriel. Donc il y a beaucoup de jargon hein, dans la mécanique. Et la grande question que les chercheurs se posent, c'est sur quel bouton j'appuie pour obtenir de l'argent frais, comme si tout de suite maintenant, quoi. Bon. Alors, je les rassure ou pas, c'est que le bouton, il n'est pas encore là. Et puis, le bouton, il a un temps de latence de 1 an, quoi. C'est-à-dire que, faut savoir, c'est un plan Oui, qui dure le 5 temps ans. qu'il arrive, ouais. Voilà. Donc, en fait, l'argent frais ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Il va arriver par le biais d'appels à projets, de consultations, de recherche collaborative, de montage. C'est comme pour d'ailleurs les demandes de financement européen. Et donc, ça prendra du temps. Et si je me réfère à ce qui s'est passé sur le plan IA, notamment dans les grands défis du plan IA, ça va prendre du temps, quoi. Alors, j'espère qu'il y aura des génies du hacking de l'État et de l'administration pour accélérer le processus autant que faire se peut. Mais Voilà, des le challenge, il va être court-circuiteurs, là. comme on appelle ça, Ouais, des ouais, mais il y en a. facilitateurs et Il des y a des gens très bons court-circuiteurs. pour Il y faire en ça. a, Il il y a y des en a. gens qui connaissent la quincaillerie de l'État et qui savent bidouiller l'État pour que tout aille plus vite, quoi. Donc, voilà. Bon, Donc, tant ça, qu'ils sont c'est favorables au quantique, on les aime bien. voilà. Mais Olivier, il y on a va plein d'autres choses à conclure. évoquer, mais il y aura d'autres aventures, je pense, qui se passeront dans les années qui viennent. Elles vont aussi être, je pense que ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'on va avoir des événements imprévus. Alors, les événements imprévus, c'est quoi? C'est des annonces technologiques ou de l'étranger ou de nos propres chercheurs ou startups. Par exemple, le jour où Pascal présente un ordinateur quantique vraiment scalable, avec 200 qubits qui fonctionnent, avec des benchmarks et tout, ça va peut-être changer la donne. Donc, en fait, on est dans un monde qui bouge. Et là, le propre d'un bon plan, c'est un plan qui peut bouger au fur et à mesure de tout ce qui tourne autour de nous, quoi. Si Voilà, on ne qui bouge sera pas, adaptatif. si on n'est pas dynamique en fonction de la manière dont le marché évolue, on va être largué. Donc, faudra être très dynamique et très adaptatif dans ce genre de plan. En mode start-up, prêt à Et ouais, pivoter hein, et ouais. et à être financé. Eh bien, écoute, merci Olivier. Moi, je n'ai qu'une chose à dire. Faisons un peu de la place aux jeunes. Message. Oui, 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 oui. Hein. Donner un peu de sang neuf aussi, ce serait bien. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Quantum. Il y a d'autres décodes Quantum qui sont déjà enregistrés, qui arrivent très bientôt sur French Web. Et vous pouvez retrouver notre interview de Cédric O sur l'annonce du plan quantique sur French Web. Et le papier d'Olivier en 14 pages, si je ne m'abuse, Au moins, ouais. qui décrit justement l'annonce du plan quantique. En attendant, bah, portez-vous bien, faites attention à vous et on se retrouve très vite. À Ciao, salut bientôt. Au Olivier. revoir.